Hello tout le monde, j'espère que ça va. Moi, on fait aller, je vais me montrer un petit peu à la caméra. On fait aller malgré le résultat électoral d'hier. Je pense que vous avez suivi un peu sur les élections européennes. Il y a un tiers de racistes dans ce pays. C'est pas une énorme surprise, mais ça fait toujours chier de voir ça se vérifier. Et oui, je parle de racistes parce que tout le délire à base de le vote RN, c'est un vote de contestation, c'est pour dire merde au système, je sais pas quoi, machin. Si vous vouliez dire merde au système, il y avait, je crois, 38 listes. Donc il y en avait des pas racistes, en fait. Donc si vous avez voté pour le RN, en fait, cherchez pas d'excuses. C'est juste que vous en avez marre de l'immigration et tout ça. Et j'ai aucun respect pour vous. Voilà. J'imagine que ce petit laïus politique d'entrée de jeu va déjà faire partir certaines personnes de la chaîne. C'est pas très grave, je préfère être clair là-dessus. On n'a jamais trop... Si, on a parlé un peu politique. Je pense que c'est pas une grande surprise pour ceux qui regardent mes vidéos de savoir que je suis très à gauche. Euh, Autant le réaffirmer en un jour comme ça. Je préfère être clair là-dessus. Ça me paraissait bizarre de pas l'être après ce qui s'est passé hier soir. Malgré tout, malgré justement ce qui s'est passé hier soir, on va quand même parler de manga. Parce que la vie continue et que d'une certaine façon, je pense il faut continuer à faire ce qu'on a envie de faire aussi, mais pas oublier qu'il y a des nouvelles élections à la fin du mois. Ça peut être intéressant. Tout n'est pas encore perdu. En attendant, on va quand même parler de Full Metal Alchemist. Ça n'a aucun rapport, la transition est pétée, mais c'est comme ça. Full Metal Alchemist, c'est tout de suite. On en parle ensemble. Full Metal Alchemist, manga de Hiromu Arakawa, manga très connu qui a eu un énorme succès, notamment en France, dans d'autres pays aussi, notamment le Japon, mais ça a été un vrai succès au début des années 2000 en France. C'était un shonen dont beaucoup de gens parlaient. Et à côté duquel j'étais complètement passé à côté à l'époque. Alors j'avais un peu lu, j'avais dû lire les deux trois premiers tomes. J'avais feuilleté un peu, j'étais un peu au courant de ce que ça racontait globalement, mais pas dans le détail. Et je n'avais jamais vraiment lu toute la série, quoi. Et je m'y suis mis ces dernières années avec cette édition là que vous voyez là, qui est l'édition perfecte chez Kurokawa, qui est l'éditeur originel en France de Full Metal Alchemist, et qui est une édition vraiment classe. Qui est donc c'est le grand format auquel on commence à être habitué depuis quelques années, avec des couvertures, je sais pas si vous voyez, avec des reflets métalliques comme ça, un papier de très bonne qualité, très épais, ce qui fait d'ailleurs que les mangas sont très lourds, et des pages couleurs. Je vais essayer de vous en trouver. Généralement au début, bon, il y a deux trois. Ça, c'est pas les vraies pages couleurs. Mais bon, il y a des pages couleurs quand il y a des chapitres en couleur. Il y en a pas dans ce tome-là, évidemment. Moi j'ai trouvé cette édition vraiment très classe. Le seul problème, c'est que le papier est de tellement bonne qualité que, notamment sur les pages noires, ça laisse des traces de mes gros doigts gras. Dur à dire, gros doigts gras. Donc il y a ce petit truc sur les pages noires, parce que c'est du papier un peu verni, je sais pas comment dire, enfin un peu brillant, donc ça laisse des traces. Et il y a l'une d'entre vous, la personne qui est derrière la chaîne Le Rayon Décalé, je vous incite à aller voir sa chaîne, qui m'a dit qu'elle était pas très fan de cette version, parce que, comme vous le voyez peut-être, les dessins, comme souvent avec les éditions perfectes, ont été un peu, je sais pas comment dire, un peu cleanés. Je pense qu'il y a eu de la renumérisation, quelque chose comme ça. Je connais pas assez le procédé, mais je pense ils ont rescanné les dessins originaux, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout d'impression de crayonné, si vous voulez. C'est très très propre, et peut-être trop pour ceux qui connaissaient le manga d'origine. Ce qui n'est pas trop mon cas. Moi, j'avais pas de rapport émotionnel particulier avec le manga d'origine, donc pour moi, ça m'a absolument pas gêné. Je trouve le dessin de Hiromu Arakawa vraiment classe, notamment son caractère design, comme on dit. On y reviendra un petit peu. Euh, donc moi, ça m'a pas gêné, mais je peux comprendre que pour ceux qui ont connu le manga à l'époque en petit format, peut-être qu'ils perdent un peu le côté réel, le côté crayonné, comme on dit, voir vraiment la main de l'artiste, quoi. Là, il y a un côté scanné, quoi. On voit que c'est très très propre. Ça me gêne pas, perso. Et truc à dire sur cette édition perfecte, qui n'est pas marquée là, mais j'ai vérifié, c'est bien le cas, c'est que c'était très peu cher pour une édition perfecte, étonnamment, qui était, voilà, là c'est marqué, elle était à 11,90, enfin elle est à 11,90, vous la trouvez toujours, hein, ce qui est vraiment pas très cher en fait. Ça fait un tome et demi, je crois qu'on est dans les 250 pages à peu près par tome, donc il y a moins de tomes que dans l'édition originale. Il y a 18 tomes.
18 tomes plus, mais c'est pas obligatoire, cet ouvrage-là, qui est paru exactement au même format chez le même éditeur en même temps, qui est Full Metal Alchemist Chronicle, qui est ce qu'on appelle un guidebook, c'est-à-dire c'est à mi-chemin, c'est pas vraiment un artbook, enfin c'est même pas du tout un artbook, mais ça revient sur les temps forts de l'histoire, sur les personnages, il y a une chronologie de la parution et une chronologie de l'histoire, il y a une interview de l'autrice, voire plusieurs interviews de l'autrice, je sais plus, il y a quelques pages inédites, des espèces de petites histoires, des petits trucs, sur des persos secondaires, des choses comme ça. C'est un ouvrage vraiment chouette, qui est complémentaire à la série. C'est pas du tout obligatoire de le lire, hein. Vous allez pas, ça va pas tout changer. Mais pour les fans, c'est un chouette bouquin qui est un peu plus cher pour le coup que les tomes, qui est à 18,90 mais qui est aussi plus épais. C'est pas une arnaque honnêtement. Et le bouquin est vraiment chouette, notamment les interviews étaient intéressantes sur les influences de Hiromu Arakawa. Et en même temps, ils ont sorti aussi un artbook de Full Metal Alchemist, toujours Kurokawa, en grand format, que je n'ai pas acheté pour le coup, je peux pas vous le montrer. Parce que les artbooks, ça a tendance, pour moi, hein, je parle pas en général, c'est un peu des trucs que j'aime bien acheter, mais qui après, je les feuillette une fois et je les pose sur une étagère. Les artbooks, j'ai pas... moi, j'aime bien lire des histoires, et c'est vrai que les artbooks, je suis pas le public, je crois. Ça m'intéresse pas tant que ça en réalité, juste les dessins. Mais voilà, il y a un très bel artbook qui existe, qui a l'air de très bonne qualité aussi. Donc voilà, ils ont remis Full Metal Alchemist en avant ces dernières années. Je dis années parce que cette édition perfecte est sortie à un rythme très lent. Il y avait un tome tous les 3-4 mois max, et enfin minimum même. Et ce qui était un peu bizarre d'ailleurs pour une série aussi connue et qui est publiée, enfin qui est terminée depuis très longtemps. Donc je sais pas trop pourquoi ils avaient mis un rythme aussi lent, mais bon, ça leur appartient. Et comme le résultat est vraiment chouette en termes de produit, si je puis dire, je veux pas me plaindre, hein, c'est vraiment un truc cool. Mais c'est la longueur, le délai entre deux tomes faisait que j'ai attendu la fin de la série pour la lire en entier. En fait, j'avais lu les 10 premiers tomes, mais en 3-4 mois à chaque fois, j'oubliais un peu l'intrigue. Je me rappelais plus bien ce que faisaient les personnages à tel endroit, qu'est-ce qu'ils cherchaient à ce moment-là, tout ça. Donc finalement, j'ai attendu que tout soit sorti à la fin pour la deuxième moitié, quoi. Et j'ai tout relu depuis le début là ces derniers jours, et j'ai adoré ma lecture. Donc on en vient à mon avis. Je sais pas si c'est très utile que je résume Full Metal Alchemist. Comme je dis, c'est un manga très connu qui a un gros fandom. A raison, que je comprends parfaitement en ayant enfin lu toute l'histoire avec 20 ans de retard. C'est prodigieux. Je pense même, au-delà de C1, je pense que c'est le meilleur shonen que j'ai lu de ma vie. Réellement. Je pense ça. Je dis pas que c'est mon favori, parce que j'ai pas vraiment de lien émotionnel avec. C'est-à-dire que comme je l'ai pas lu quand j'étais plus jeune, je l'ai pas lu au rythme de parution initiale. Voilà, quelques pages couleurs. Au rythme de parution initiale, tout. J'ai pas de lien particulier avec Full Metal Alchemist. Je l'ai lu là d'une traite ces derniers jours, adulte. Donc mon lien avec, ça peut pas valoir le lien que j'ai avec, par exemple, Dragon Ball ou Fly, Dragon Quest, des shonen qui sont plus chers à mon cœur que Full Metal Alchemist. Mais en termes de narration, de construction de personnages, construction d'intrigue surtout, de cohérence du monde, ce qu'on appelle le world building, on va revenir sur toutes ces notions, c'est prodigieux, c'est incroyable, ça tient un peu de l'œuvre géniale au sens Hiromu Arakawa est un génie quoi dans cette œuvre-là, ce qui est assez ouf parce que Hiromu Arakawa, qui est une mangaka dont on a déjà parlé pour une œuvre beaucoup moins importante, on va pas se mentir, c'était pour Noble Paysan, qui est son manga autobiographique sur l'agriculture. Ça fait un peu Camoulox présenté comme ça, mais c'est réellement ce que c'est. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait, je vais la mettre en lien. Et donc on en a déjà un peu parlé, c'est une autrice très reconnue, notamment pour Full Metal Alchemist, qui a fait d'autres séries aussi que je ne connais pas. Je vais peut-être découvrir un peu ce qu'elle fait d'autre. Je sais qu'il y a une série qui s'appelle Arslan, voilà, il y a 2-3 trucs qu'elle a fait. D'ailleurs, si vous avez des conseils de lecture de l'œuvre d'Hiromu Arakawa, je suis très intéressé. Et en tout cas, Full Metal Alchemist, c'était sa première série. Alors elle avait fait 2-3 histoires courtes, enfin 2-3, peut-être même un peu plus que ça, mais 2-3 mangas courts, des trucs de débutants entre guillemets, mais sa première vraie série suivie, c'est Full Metal Alchemist, et c'est un coup de maître, c'est incroyable. Bon, je vais vite faire résumer l'histoire. L'histoire, c'est ces deux gars-là, hop, qui sont
Edward et Alphonse Elric. Edward, c'est le blond, Alphonse, c'est l'armure, qui sont deux frères qui sont très jeunes, ils sont ados, quoi, et qui sont dans un monde de fantasy, alors qui est un peu spécial aussi. Je décrirai le monde plus tard, parce qu'il est intéressant en termes de world building. On va dire un monde de fantasy, pour faire simple, où l'alchimie existe. Donc l'alchimie, c'est la magie, c'est une forme de magie qui utilise la matière pour la transformer. C'est basé sur ce qu'on appelle le principe de l'échange équivalent, qui est beaucoup traité dans Fullmetal Alchemist, mais qui existe, l'alchimie dépasse Fullmetal Alchemist. Hein, c'est une grande marotte depuis longtemps, depuis des siècles, de gens qui veulent croire que la magie existe. L'alchimie, c'est un truc qui a intéressé énormément de gens à travers les siècles. Et l'échange équivalent, c'est-à-dire que la matière a une quantité finie autour de nous. Il y a une quantité précise de matière qu'on pourrait transformer grâce à l'alchimie. C'est-à-dire on pourrait transformer la table que vous voyez là. Si j'étais alchimiste, je pourrais en faire autre chose, un mur, une chaise, ce que je veux. Mais je pourrais pas faire quelque chose qui contiendrait plus de matière que la table. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a 2-3 règles d'alchimie. Et donc, il se trouve que ces deux frères Elric sont alchimistes à la base, et leur mère est morte, et pour ressusciter leur mère, ils essayent d'utiliser l'alchimie. Sauf que c'est une des grandes règles de l'alchimie, on ne peut pas ressusciter les morts. Ils essayent quand même, et pour l'échange équivalent justement dont je parlais, ils se retrouvent à sacrifier pour Al, pour Ed, pardon. Il sacrifie son bras que vous voyez maintenant est en métal et une jambe qui elle aussi est en métal, qui va être remplacée par des implants. Et d'où son surnom de Full Metal Alchemist. Et son frère Alphonse, lui, sacrifie entièrement son corps. Et mais ils arrivent à, je vous passe un peu les détails, mais ils arrivent quand même à sauver son âme, qui se retrouve greffée à une armure qui traînait par là, quoi. C'est vraiment une armure. À la base, l'armure n'a rien de magique ou quoi. Hein. C'est une armure de décoration. Et il se retrouve greffé dans l'armure. Donc, pendant l'intégralité du manga, Alphonse, c'est une armure qui parle. Il n'y a pas d'humain à l'intérieur. Elle est vide, elle sonne creux. Il est immortel. Il peut pas. Enfin, il est immortel. C'est pas aussi simple. Mais en tout cas, il est plus ou moins invincible parce que il n'a pas de corps. Il dort pas. Il n'a pas de besoin naturel. Il mange pas, tout ça. Mais il a toujours le caractère de ce très jeune ado qui est super proche de son frère. Et ensemble, ils se sont lancés dans une quête pour trouver un moyen de récupérer pour l'un son corps, pour l'autre ses membres, et de voir ce qu'il est possible de faire avec l'alchimie. Pour ça, ils se sont engagés comme alchimistes d'État, parce que dans cet univers à Amériste, je crois que c'est ça le nom, le nom du pays, je le prononce toujours très mal, je crois que c'est Amériste, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Non, là, il n'y a pas marqué. C'est pas grave. On verra si on retombe sur le nom du pays. Mais en tout cas, dans ce pays-là, les alchimistes sont presque tous embauchés par l'État, sont des militaires en fait. Ils participent à l'armée. Et ce qui est intéressant déjà dès le début du manga, c'est qu'on sent que Hiromu Arakawa a créé un monde qui existait avant le début de l'histoire. Il y a tout un passé, toute une cohérence dans ce qu'on appelle le world building de cet univers. Donc le world building, c'est l'art de créer un univers fictif. C'est pas raconter une histoire, c'est pas exactement la même chose. Vous pouvez être très bon au world building et pas très bon en narration, si vous voulez. Là, il se trouve qu'Hiromu Arakawa a les deux. Mais il y a des univers super, notamment par exemple dans l'univers du jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle qui ont des super univers, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de personnages, d'intrigues qui se développent. Par contre, l'univers de départ est ultra original, ultra bien fait. Et là, l'univers d'Hiromu Arakawa passe par des astuces simples pour faire du bon world building, simple mais dur à mettre en œuvre de manière efficace. C'est qu'il y a vraiment tout un passé à l'univers. Il y a plein de choses en dehors du cadre de ce que filme la caméra, si je puis dire, de ce que filme la narration. Ça, c'est un moment culte de Fullmetal Alchemist. Ceux qui l'ont lu connaissent cette créature qui dit papa. Notamment une guerre qui a eu lieu quelques années avant le début de l'histoire contre une province qui s'appelait Ishval. Ce mec avec la cicatrice est très important par rapport à ce que je suis en train de raconter, qui a fini sur un génocide. Ça nous rappelle des choses. Qui a fini sur un génocide de cette province où les gens qui y habitent sont noirs d'ailleurs de peau. Ça nous rappelle aussi des choses. Et donc ça appartient au passé, mais ça va avoir des effets sur l'intrigue aussi. Il y a plein de choses qui sont passées à Ishval qui vont être dévoilées petit à petit au fur et à mesure du manga.
Ça fait partie aussi du world building, tout comme l'organisation militaire, ces uniformes qu'ont les alchimistes. Là, ce que vous voyez, c'est des officiers alchimistes de l'armée. Enfin, l'un des deux est alchimiste. Lui, c'est un mec très important aussi, qui est alchimiste également, le Flame Alchemist. Et voilà. Et donc, l'intrigue au départ, le but des deux frères Elric est assez simple, c'est trouver la pierre philosophale pour récupérer leurs membres. La pierre philosophale, c'est un grand mythe de l'alchimie. L'alchimie elle-même est une espèce de mythe, parce que ça n'existe pas, l'alchimie. Désolé, désolé de vous décevoir, de vous annoncer que le Père Noël n'existe pas. Mais à l'intérieur même de l'alchimie, il y a un deuxième mythe encore plus légendaire qui est la pierre philosophale, qui serait une matière, une pierre où, selon les légendes, ça peut avoir différentes formes. Hop, je vais essayer de mieux filmer. Et qui permettrait de s'affranchir de l'échange équivalent. C'est-à-dire de pouvoir créer de la matière ou en détruire sans avoir à donner quelque chose en échange. Et c'est ce qui leur permettrait de récupérer leurs membres. Donc ils sont un peu dans cette quête-là. Et ils vont parcourir le pays à la quête de ça. Sauf que sur leur chemin, dès le début, dès le premier tome, ils vont tomber sur des opposants mystérieux au départ. Je les ai vus tout à l'heure, je vais évidemment galérer à les retrouver. C'était plus vers la fin. Alors il y a déjà lui, dont je vous parlais, le mec à la cicatrice, qui est un opposant aussi, que je vais pas développer, parce que si je commence à développer tous les persos, ça va être très compliqué. Voilà. Elle, par exemple, qui s'appelle Lust, et lui, qui s'appelle Gluttony, sont parmi les grands opposants de cette histoire, sont ce qu'on appelle des homunculus, les homoncules en français. C'est aussi lié à l'alchimie, ce seraient des êtres vivants qu'on aurait créés à partir de l'alchimie. Pareil, ça fait partie des légendes dans la légende de l'alchimie, quoi. Pareil, la quête de l'homoncule, de réussir à créer un être vivant à partir de magie, quoi, globalement, fait partie des grandes légendes liées à l'alchimie. Et là, il y en a, visiblement, ça existe. Au début, personne ne le sait. Clairement, ils évoluent en secret dans les coulisses, lui aussi c'en est un, dans les coulisses un peu de cet univers. Et ils poursuivent un but, on ne sait pas trop, qui est lié aussi à la pierre philosophale. Visiblement, tout le monde cherche la pierre philosophale. Et voilà. Globalement, c'est ça l'histoire. C'est très simplifié, ce que je vous ai raconté, parce qu'en fait, l'un des grands génies de ce manga, l'un des grands aspects géniaux de ce manga, c'est qu'il y a énormément de personnages qui sont tous très bien développés, très bien écrits. Il y a une vraie variété dans les personnages et qui vont tous en fait mener une trajectoire bien à eux, qui va les diriger vers des quêtes personnelles ou politiques. Il y a un gros aspect politique aussi, parce qu'il y a un roi à ce royaume qui s'appelle le roi Bradley, King Bradley, qui est très important dans l'intrigue. Voilà, je vous en dis pas trop, mais ça, on va se retrouver avec plein de personnages qui vont avoir leur trajectoire, et ces trajectoires vont se croiser à plusieurs points, plusieurs endroits, avant de vraiment fusionner. Elles fusionnent pas très vite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs histoires en parallèle dans Fullmetal Alchemist qui se croisent régulièrement. Faut voir l'intrigue de ce récit comme une série de lignes qui sont pas tout à fait parallèles, qui sont un peu penchées, qui sont un peu, en fait, c'est des courbes plus que des lignes, qui vont comme des fils, une dizaine de fils posés sur la table, posés un peu au hasard. Donc ça se croise de temps en temps, ça s'éloigne, ça se rapproche, et à la fin, ça se termine en un nœud où tous les fils se retrouvent dans une série de tomes, les 3-4 derniers tomes dans l'édition de luxe, dans l'édition perfecte, à peu près. Donc à peu près, ça doit être les 5-6 derniers tomes, sont géniaux. J'avais les larmes aux yeux. Tous les personnages se retrouvent au même endroit pour une grande bataille finale, qui est génialissime, qui est un niveau de satisfaction pour le lecteur qui a lu tout le manga, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir tous les persos se fighter côte à côte contre un ennemi commun, parce qu'en fait, il y a aussi ça dans le génie de cette série, c'est que c'est une série qui est très peu manichéenne. Il y a un grand méchant, dont je vous laisse l'identité secrète. C'est pas la peine que je spoil le tout, même si je pense que la plupart d'entre vous ont lu Fullmetal Alchemist. Il y a vraiment une entité très négative comme final boss, si je puis dire. Mais à part elle, en réalité, quasiment tous les personnages, y compris les homunculus, quasiment tous les persos, on peut s'attacher à eux d'une manière ou d'une autre humainement. Même des persos qui ont l'air vraiment connards. Pour ceux qui ont lu le manga, par exemple Kimblee. Moi, Kimblee, c'est un perso, je vois que c'est vraiment un connard. Je l'aime bien. J'aime bien Kimblee. Je trouve que sa manière de voir les choses, elle est pas complètement idiote. Et c'est lui, Kimblee, avec le chapeau.
et qu'il a un certain sens de la justice, d'une certaine façon, de l'honneur, alors qui est très bizarre, qui est pas le même que les autres, mais qui est... Moi, j'étais attaché à Kimberly, j'étais attaché à quasiment tout le monde. Le personnage de Greed, un des homunculus, que les homunculus sont 7, et ont les noms des péchés capitaux. Greed, gluttony, lust, pride, wrath, j'en oublie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai oublié un ou deux. Eh bien, je ne sais plus. Mais voilà, slot, paresse. Et peut-être que j'ai tout dit. Je vais pas trop tourner ces pages-là. Ah, il y a beaucoup de spoil dans ce tome-là. J'ai pris un tome trop tardif, qui est justement un des tomes où la bataille finale commence. Mais en tout cas, ouais, tous les persos sont ultra attachants, ultra développés, ont vraiment du caractère. Le fait que l'autrice soit une autrice, justement, et pas un auteur, fait qu'il y a aussi énormément de persos féminins qui sont très développés, très importants, très divers, même si là on a deux blondes qui se ressemblent un peu, blondes aux yeux bleus. C'est pas le cas de tous les persos. Mais ouais, il y a beaucoup de persos féminins qui ont une vraie importance, même si les deux persos principaux, les deux frères Elric, sont des hommes. Bon, un homme et une armure. Et ouais, vraiment, on s'attache à tout, ce qui rend la fin de ce manga. Et la fin est large. C'est pas les derniers chapitres dont je vous parle. Je vous parle des 3-4 derniers tomes. Donc en fait, un quart de la série. C'est incroyablement excitant. C'est trop satisfaisant en tant que lecteur. C'est trop bien à lire. Genre, il y a une excitation qui monte au fur et à mesure des batailles finales. Lui, c'est Greed. Enfin, c'est Greed et Céline, c'est deux persos à la fois, qui montent à la fin des batailles finales. Là, ça commence, là, dans ce tome-là, ça commence déjà, qui est trop, trop bien. Toutes les intrigues se nouent. Tous les fils que Hiromu Arakawa avait tendus un peu dans son intrigue se retrouvent au même endroit, au même moment. Et c'est trop, trop, trop bien. Je suis dithyrambique, mais vraiment, j'ai fini ma lecture hier et j'étais comme un ouf sur les derniers tomes. Ça faisait très longtemps qu'un manga m'avait pas excité à ce point et j'étais trop content de retrouver ce truc parce que, alors, j'ai lu plein de très bons mangas ces derniers temps et je suis même pas sûr que je dirais que Fullmetal Alchemist est le meilleur manga que j'ai lu ces dernières années. Il y a des mangas que j'ai lus que j'ai vraiment, certains des trucs dont on a parlé, que vraiment qui m'ont retourné la tête. Mais Fullmetal Alchemist m'a ramené à ce pourquoi j'aimais les mangas au départ quand j'étais gamin, quand j'étais ado, c'est ce mélange d'action, d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans Fullmetal Alchemist, notamment dans le dessin. Hiromu Arakawa souvent dessine des persos déformés qui sont, j'essaye de vous trouver un exemple, quand ils font des répliques un peu débiles, ils se retrouvent à avoir des têtes de cartoon élastiques. Mais en même temps, dans le même temps, ils peuvent mener une bataille de ouf. Et c'est pas contradictoire. Il y a cet humour, il y a cette action, il y a ce sens de l'épique. Mais voilà, des têtes comme ça, vous voyez. Quand on voit Alphonse comme ça. Et il y a tout ça mélangé. Et c'est vraiment, je trouve ça ouf que ce soit sa première série et qu'elle se soit dite, vas-y, je pars sur une épopée de bâtards avec un world building qui doit faire 300 pages pour expliquer l'univers et tout, avec des persos dans tous les sens, des intrigues qui partent partout, des trucs de ouf et tout. C'est ambitieux, mais j'adore ça. J'adore l'idée d'artistes qui n'ont pas peur de l'ambition, qui n'ont pas peur d'un truc de haute ampleur, si vous voulez. Et en plus, elle le réussit, c'est réussi avec une maestria. C'est-à-dire que dès les premiers tomes, il y a un truc incroyable aussi. C'est que narrativement, elle fait un truc qui est assez rare. C'est que pour introduire ses persos, au début, dans le premier tome, j'essaye de vous le retrouver, c'est à peu près l'intégralité du premier tome. Et dans le deuxième tome, il y a un peu ça aussi. C'est des petites aventures où les frères Elric sont déjà en quête de la pierre philosophale, parce qu'il y a ça qui est cool aussi, c'est-à-dire que l'histoire a déjà commencé en fait. Quand on prend le premier tome, ils ont déjà perdu leurs membres, il y en a déjà un qui est coincé dans une armure, et ils sont déjà alchimistes d'État, voilà. Donc l'histoire a commencé et on comprendra ce qu'ils cherchent et pourquoi au fur et à mesure avec des flashbacks, avec des explications, des choses comme ça. Mais donc ça commence au début, ils sont à la recherche de la pierre philosophale à travers le pays, et ils ont 2-3 petites aventures où ils vont un peu, c'est des gens bien, donc ils vont un peu rendre la justice, là dans une espèce de province qui est un peu dirigée par ce mec-là, qui a créé une secte et qui exploite la population, donc voilà, il le démette de ses fonctions, si je puis dire. Après, il s'occupe d'une ville minière qui est exploitée par un mec cupide, voilà. On se dit, c'est des petites aventures, comme très classiquement dans beaucoup d'histoires comme ça. Souvent, pour introduire les personnages, l'auteur va commencer avec des petites aventures courtes pour nous montrer à la fois le caractère des personnages, leur pouvoir, pour présenter un peu le monde doucement, voilà, sans trop se précipiter sur la grosse intrigue. C'est le cas dans la plupart des shonen. Si vous prenez les 2-3 premiers tomes de quasiment tous les shonen d'action,
Ça va être comme ça. On va commencer par des petites aventures. Et ce qui est ouf avec Fullmetal Alchemist, c'est qu'en fait, ces premières aventures, on le sait pas au départ, mais sont intégrées à l'histoire globale. En fait, la grande intrigue, elle commence à la page 1. C'est la grande intrigue tout le temps. Dès le premier tome, Hiromu Arakawa, elle est sur son fil rouge. Elle est sur un fil rouge qui va prendre 18 tomes perfect. Hein, donc on est, j'ai pas regardé la série initiale. Je pense qu'on est dans les 25 tomes. Ça doit être un truc comme ça, 25-30 tomes, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait le double, mais ouais, on doit être 25 tomes. Et en fait, elle a prévu de faire une série longue dès le début, quoi. C'est-à-dire que c'était compliqué pour elle d'arrêter la série à un moment avant la fin. Il n'y a pas de gras dans Fullmetal Alchemist. Alors, il y a peut-être quelques péripéties dont on aurait pu se passer. Enfin, dont on aurait pu se passer. Moi, je me suis jamais ennuyé. Hein. Très, très, très symbolique de la série. On en parle souvent sur Internet. C'est devenu un mème, un peu, pas cette page, mais cette péripétie-là, justement. Mais oui, moi, je me suis jamais ennuyé. Mais si on voulait absolument écourter la série, il y a sûrement des chapitres qu'on peut sauter, des sous-intrigues dont on peut se passer. Enfin, c'est très probable. Mais il y a quand même vraiment pas beaucoup de gras. C'est pas organisé en arc avec, comme dans Dragon Ball par exemple, où Dragon Ball, vous avez l'arc Saiyan, l'arc Cell, l'arc Freezer. Enfin, c'est dans le arc Freezer, arc Cell plutôt, l'arc Boo. Et en fait, après chaque arc, quasiment, vous pouvez arrêter la série là, en réalité. Là, pas du tout. Vous pouvez pas du tout arrêter la série à un moment. Il y a aucun moment où on peut se dire bon, ça pourrait être la fin là. La fin, c'est dans le tome 18, quoi. C'est pas avant. Et je trouve ça, ouais, d'une ambition qui force l'admiration, quoi. Et encore une fois, surtout pour un premier manga, quoi. Pour une première série, je trouve ça ouf. Voilà, donc j'ai adoré ma série. J'ai adoré ma lecture, pardon. Le caractère design aussi est vachement chouette parce qu'il y a beaucoup de persos, comme je dis. Donc, c'est un enjeu dans un manga de réussir à faire en sorte que, malgré les temps de publication, parce que, bon, alors là, l'édition Perfect, comme je dis, il y avait 3-4 mois à chaque fois entre les deux, donc ça rejoignait un peu ce que je vais dire. Mais déjà, l'édition initiale d'un manga dans un magazine de prépublication, il peut se passer plusieurs semaines entre deux chapitres. Donc, les persos, il faut qu'on puisse se souvenir d'eux très rapidement au moindre coup d'œil, qu'on puisse à peu près les resituer, même si on a un peu oublié l'intrigue, un peu oublié où on en est, tout ça. Il faut que chaque perso soit caractérisé dans chaque image, d'une certaine façon. Et Hiromu Arakawa arrive à faire ça très bien. Tous les persos ont un look bien à eux, sans être ultra bizarre. Il y a des persos qui ont des looks un peu bizarres, mais la plupart ont des looks plutôt normaux. Et pourtant, on les reconnaît tous les uns par rapport aux autres. Comme je dis, il y a plusieurs filles blondes aux yeux bleus. Il y en a 3 très importantes. Je suis pas sûr qu'elles aient toutes les 3 les yeux bleus, mais voilà, il y en a au moins 3 de filles blondes. Et pourtant, qui se ressemblent pas du tout. Non, elle a pas les yeux bleus. C'est elle la 3e à qui je pensais. Mais on reconnaît les persos tout le temps. C'est pas que la coupe de cheveux. C'est vraiment dans l'attitude, dans la façon qu'elle a de dessiner leur regard, de dessiner leur visage. C'est pareil, en termes de dessin, c'est pas ma dessinatrice favorite ni rien, mais elle est précise, elle est millimétrée. Genre, tout est fait pour que ce soit ultra efficace et pas que efficace. C'est-à-dire que c'est au-delà d'efficace, c'est vraiment trop bien, c'est prenant de ouf. Je comprends que ce soit devenu un manga culte, quoi. C'est ouf. Si j'avais lu ça gamin, si j'avais lu ça à la place de Dragon Ball, enfin, c'est sûr que c'était mon manga favori jusqu'à la fin de ma vie, en fait, quoi. Et c'est trop bien. Voilà. C'est une vidéo où j'analyse pas de ouf tout ce que je suis en train de dire. Là, je suis vraiment dans le ressenti pur. J'ai vraiment fini ma lecture hier, donc je suis encore un peu dedans. Mais si vous n'avez pas lu Fullmetal Alchemist, allez-y, quoi. C'est trop, trop bien. Dès le début. Alors, les premiers sont un peu plus calmes. Vraiment, c'est surtout le dernier quart, il est incroyable en termes d'action et tout. Mais même avant, c'est trop bien. Je vous conseille de le lire de manière assez rapprochée. Traînez pas trop pour le lire. Faites pas durer la série. Parce que l'intrigue est très dense. Comme je dis, il y a vraiment beaucoup de dimensions politiques, religieuses, philosophiques. Il y a beaucoup de contenu philosophique par rapport à l'alchimie, par rapport à ce que ça veut dire être un être vivant, ce que ça veut dire avoir du pouvoir, ce que ça veut dire gouverner. Ce personnage-là aussi, je l'adore, le flemme alchimiste. C'est un perso qui peut être antipathique au début, parce qu'il est très ambitieux. Lui, son but, c'est de devenir le nouveau roi du pays. Et on se dit, ouais, c'est très, très ambitieux. Enfin, c'est un truc qu'on associe plutôt à un perso négatif, et pas du tout, en fait. Il est vraiment trop cool.
Et le voilà, Roy Mustang. Et, euh, et je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Je voulais juste partager mon enthousiasme pour cette série, euh, qui est vraiment trop bien, quoi. En fait, si vous ne l'avez pas lu, Full Metal Alchemist, allez-y. Moi, ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'aimais les mangas. Ce côté, vraiment, il y a plein de trucs dans le manga, et notamment dans le manga moderne en France. Enfin, pas que moderne, en fait, il y a toujours eu plein de trucs. Mais disons qu'en France, on a accès à la variété du manga depuis les années 2000, quoi, à peu près, où ça publie vraiment beaucoup de choses différentes. Mais j'ai l'impression que ce qui fait l'essence du manga, ce qui fait son charme, ce qui fait sa particularité par rapport à la BD franco-européenne, par rapport aux comics franco-européenne, oui, franco-européenne, pourquoi pas. C'était franco-belge que j'avais en tête, peu importe. Euh, c'est plutôt à trouver dans le shonen d'action, à trouver dans ce sens de l'épopée, de l'épique, ce sens de la saga, de la série longue, de l'intrigue dense, ample, qui n'a pas peur de prendre des dimensions un peu démesurées, là où des auteurs plus modestes, qui n'ont pas forcément cette culture du shonen, vont avoir tendance, notamment pour leurs premières œuvres, à aller plutôt sur des œuvres moins longues, plus personnelles, des trucs un peu plus intimistes peut-être, des choses comme ça. Là où les Japonais ont beaucoup plus cette liberté, quoi, d'aller sur des séries complètement démesurées dans l'ampleur. On voit très peu ça quand même en France, hein. Ça arrive, mais c'est souvent des trucs d'auteurs confirmés qui savent qu'ils vont pouvoir faire durer. Et il y en a quand même pas tant que ça. Le gros de la production de BD vont être des trucs quand même moins amples que ce qui se passe en manga, quoi. En tout cas, dans les mangas shonen d'action comme ça, quoi. Et donc voilà, j'ai adoré Full Metal Alchemist. Je pense que ça s'est entendu à ma voix et à ce que je racontais. Je sais pas si j'en ai bien parlé. Il y a plein de choses à dire. C'est pas une vidéo du tout encyclopédique sur Full Metal Alchemist. On pourrait faire une vidéo de 4 heures pour expliquer l'univers, expliquer les personnages, tout ça. Ce que fait très bien ce guidebook, comme je disais, Full Metal Alchemist Chronicle, que je vous conseille. Enfin, si vous êtes fan, vraiment, c'est sympa à lire. Vous apprendrez pas 1000 trucs parce que si vous êtes fan, vous connaissez déjà bien l'univers. Mais c'est un très bon, comment on appelle ça, un très bon digest. Vraiment, ça regroupe un peu toutes les infos sur cette saga avec pas mal de petits bonus sympas. Et moi, c'est une série, donc comme je disais, elle est passée à travers mon filtre, à travers mon crible quand elle sortait à l'origine au début des années 2000, parce que c'était une période où je lisais plus tellement de mangas. J'en avais beaucoup lu à l'époque, école primaire, collège. Lycée, je continuais à en lire, mais ça commençait à baisser. Et quand je suis rentré à la fac, donc c'est à peu près ça, début des années 2000, c'est vraiment la période Full Metal Alchemist, j'en lisais quasiment plus, parce que je m'intéressais à d'autres trucs à ce moment-là, voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Mais c'était un moment où pendant quelques années, j'ai lu très peu de mangas. J'ai déjà raconté ça, je crois, sûrement dans ma vidéo Bonne Nuit Punpun, parce que c'est un peu Bonne Nuit Punpun, en tout cas l'œuvre d'Inyo Asano, qui m'a remis au manga. Mais je passais à côté de Full Metal Alchemist. Et quelqu'un qui n'était pas passé à côté de Full Metal Alchemist, je fais un peu ma pub sur ma chaîne, j'ai le droit, c'est Mathieu Leveder, un dessinateur avec qui je travaille sur mes romans Les Mondes Miroirs. Il y en a 3 qui sont sortis. Le 3e, vous pouvez le voir. Je vous mets un lien en description pour l'acheter parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est avec lui qu'on a créé cet univers, avec lui et Raphaël Lafarge, qui s'appelle maintenant Oasis Nadrama. On était tous les 3 et on a créé cet univers. Et Mathieu était très influencé par Full Metal Alchemist, ce que je ne voyais, enfin il me l'avait dit, donc je le savais, mais comme j'avais pas lu Full Metal Alchemist, je savais pas trop en quoi il était influencé, quoi. Et maintenant que j'ai lu Full Metal Alchemist, je vois très bien ce qu'il a été tiré de ce manga pour la conception de notre univers, notamment dans le système de magie, puisque dans les mondes miroirs, c'est un univers de fantasy où il y a de la magie. Et les magiciens de notre univers ressemblent un peu aux alchimistes de Full Metal Alchemist. Là, vous en voyez une, voilà, Elodiane, qui est une magicienne, avec un système de magie très proche de la science, avec beaucoup de règles explicites dans les romans. Et tout ça vient de Full Metal Alchemist, pas en ligne directe, il a pas fait un plagiat, mais c'est lui, en fait, c'est lui qui est à l'origine principalement du visuel des magiciens. Alors là, ça se voit pas trop, mais les uniformes des magiciens sont très inspirés de Full Metal Alchemist. Et le système de magie, c'était principalement Mathieu et Oasis. Moi, je me suis moins occupé de cet aspect-là quand on a conçu le monde. Et clairement, ils étaient influencés par ça. Et je crois qu'Oasis aussi, elle lisait Full Metal Alchemist à l'époque, où elle regardait, parce qu'il y avait l'animé, bien sûr.
Et donc ouais, je vois les influences qui ne sont pas les miennes, mais qui sont clairement dans les mondes miroirs. Parce que même si aujourd'hui il n'y a plus que moi qui écris les mondes miroirs, Mathieu est toujours là aux illustrations. C'est lui qui a fait cette superbe couverture. Mais je suis tout seul à écrire. Mais la conception de l'univers, c'est l'héritage de ce qu'on a fait tous les trois. Donc c'est ça. Il y a clairement de l'ADN de Fullmetal Alchemist qui a été pris dans notre recette à nous, quoi. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. J'espère que la vidéo vous a intéressé. C'est très long. J'ai l'impression de m'avoir répété, d'avoir surtout dit c'est trop bien Fullmetal Alchemist, faut le dire. Ben, en même temps, c'était ça mon message. C'était vraiment ce que j'avais à dire sur Fullmetal Alchemist. Je vous dis à bientôt. Je sais pas trop à quand. Je préfère plus mettre trop de régularité. En tout cas, pas annoncer une régularité par rapport à ma vidéo précédente. Comme je vous ai dit, là, je reprends la chaîne doucement. Donc, on va voir. Ça va être un peu au fur et à mesure. Quand j'aurai envie, je vais essayer quand même de maintenir un bon rythme, mais je veux pas faire de promesses que je suis pas totalement sûr de tenir à l'heure actuelle. Donc on se retrouve, j'espère la semaine prochaine, probablement la semaine prochaine. Je sais pas trop avec quoi, en vrai, mais on verra. Et puis voilà, je vous dis bonne semaine et merci d'être resté. Ça veut dire que mon laïus politique ne vous a pas gêné. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.